Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Soyez les bienvenus à cette visioconférence Wavestone relative à la publication du chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2022-2023. Pour commenter le chiffre d'affaires et les éléments marquants du trimestre, les personnes qui vont intervenir ce soir sont Pascal Imbert, cofondateur et président directeur général de Wavestone. Bonsoir Pascal. Bonsoir Justine, bonsoir à tous. Et Laurent Stoupy, directeur financier de Wavestone. Bonsoir Laurent. Bonsoir Justine, bonsoir à tous. Pour le bon déroulement de cette conférence, nous vous demandons d'éteindre vos webcams et de veiller à ce que vos micros soient bien désactivés. Vous aurez la possibilité de les réactiver à l'occasion de la séance de questions-réponses. Je passe sans plus attendre la parole à Laurent Stoupy. Laurent, c'est à toi. Merci Justine. Je vous propose de commencer par l'activité de Wavestone au quatrième trimestre de son exercice 2022-2023. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'est établi à 156 millions d'euros, en croissance soutenue de 20% par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Pour rappel, le périmètre total intègre les acquisitions réalisées depuis le 1er avril 2021, c'est-à-dire Everest Group Consulting, Way Innovation, New Vantage Partners, Novadeis, Pet Partnership et Coeus Consulting. À périmètre et à change constant, la croissance organique s'est élevée à 14%. À noter que le quatrième trimestre est impacté par un effet jour favorable qui s'est élevé à 1,5%. Au final, sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires est en croissance de 13% pour s'établir à 532,3 millions d'euros. À taux de change constant, il s'élève à 528,6 millions d'euros, conforme à l'objectif d'un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 525 millions d'euros. Enfin, à périmètre échange constant, la croissance s'établit à 7%. À noter que l'effet jour sur l'ensemble de l'exercice est légèrement défavorable, à moins 0,3%. Comme nous l'avions annoncé, le taux d'activité a reculé au quatrième trimestre à 71%, sous l'effet d'un début d'année civile 2023 ralenti et des nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs depuis le mois de septembre. Sur l'ensemble de l'exercice, ce taux d'activité s'établit à 73%, contre 77% l'an dernier. En ce qui concerne les prix, la dynamique positive s'est poursuivie. Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice, le taux journalier moyen s'est établi à 890 €, en croissance de 4% par rapport aux 854 € constatés sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022. À taux de change constant, sur le périmètre total, le taux journalier moyen s'est élevé à 883 €, en progression de 3%. La prise de commande a été solide en mars, après un début d'année moins soutenu. Le carnet de commandes ressort ainsi à 4 mois à fin mars, identique au carnet de commandes à fin décembre. En ce qui concerne les ressources humaines, le rythme de recrutement a été soutenu tout au long de l'exercice. Au final, nous avons largement dépassé notre plan de marche annuel, qui visait pour mémoire le recrutement de plus de 1000 collaborateurs sur l'exercice 2022-2023. Le turnover a quant à lui poursuivi sa décélération sur le dernier trimestre. Sur 12 mois glissants, il s'établit ainsi à 16% au 31 mars 2023, contre 19% à fin septembre et 18% au 31 mars 2022. Au final, l'effectif de Wavestone a progressé de 674 personnes sur l'exercice, dont 126 collaborateurs issus des rapprochements Novadeis, Pet Partnership et Coeus Consulting. Au 31 mars 2023, l'effectif du cabinet s'élève ainsi à 4406 collaborateurs. Enfin, nous avons par ailleurs le plaisir d'avoir été de nouveau labellisé Great Place to Work en 2023, en obtenant pour la deuxième fois la première place du palmarès des entreprises de plus de 2500 salariés en France. Wavestone est par ailleurs désormais certifié Great Place to Work dans l'ensemble de ses bureaux en fait dans le monde. Je laisse maintenant la parole à Pascal. Merci Laurent. Notre quatrième trimestre a donc été marqué par un recul du taux d'activité sous l'effet d'un certain attentisme de début d'année et dans un contexte de nombreuses arrivées à intégrer. Au rang des bonnes nouvelles, en revanche, des prix solides et une poursuite de la décélération du turnover. Au total, sur l'ensemble de l'année, la marge opérationnelle courante du cabinet ressort à 14,5%, chiffre provisoire qui n'est pas encore audité. Ce chiffre
est conforme à l'objectif que nous avions revu début mars, une révision du fait de la baisse d'activité au 4e trimestre. Pour mémoire, notre objectif annuel initial était de 15%. L'exercice 2023-2024 s'ouvre dans un environnement de marché moins porteur, et en particulier moins porteur que l'année 2021 qui avait été exceptionnelle ou l'année 2022. Les donneurs d'ordre manifestent globalement plus de prudence dans l'engagement des dépenses, tandis que la situation reste difficile dans le secteur public. Il y a donc un ralentissement, mais un ralentissement mesuré, et les opportunités de développement restent bien présentes dans certains secteurs, des secteurs tels que l'énergie, tels que le secteur du luxe et de la beauté, ou encore les services financiers. Nous entendons tirer parti de ces opportunités de croissance en dirigeant notre activité commerciale vers les secteurs les mieux orientés, et nous avons l'objectif de dégager au cours de l'exercice 2023-2024 une croissance organique au moins égale à la croissance de 7% réalisée cette année. Une croissance organique de 7% réalisée au cours de l'exercice que nous venons de clôturer. Nous affinerons nos objectifs financiers pour l'exercice 2023-2024 dans les semaines à venir et nous les présenterons plus en détail le 31 mai 2023 à l'occasion de la publication des résultats annuels de l'exercice écoulé. Une dernière précision, en matière de croissance externe, le cabinet maintient sa politique avec la recherche d'acquisitions ciblées en priorité aux États-Unis, sans interdire pour autant des opérations tactiques dans d'autres pays. Donc, l'éclairage que nous souhaitions apporter ce soir sur la publication de notre chiffre d'affaires au titre de l'exercice, et Laurent et moi-même sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Pour cela, si vous êtes connecté sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur le bouton « Lever la main » et ouvrir votre micro. Si vous êtes connecté par téléphone, vous devez composer étoile, puis 6. Nicolas Torres, allez-y. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonsoir à tous les trois et félicitations. J'avais deux petites questions. La première sur le taux d'utilisation, est-ce que vous avez déjà une première vue sur comment il pourrait se comporter sur l'exercice à venir et est-ce que vous anticipez une remontée graduelle par rapport au point bas du T4? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question par rapport à l'indication de croissance sur 2023-2024, j'ai un petit écho, je ne sais pas si ça vient de moi. C'est bon, normalement, ça devrait aller maintenant. Ok, parfait. C'est Justine c'est toi qui as dérapé. Qui a ouvert son micro. Du coup, par rapport à votre indication sur 2023-2024, une croissance organique au moins égale à celle de l'an dernier, est-ce qu'il faut le lire hors effet calendaire ou ça veut dire que vous anticipez une accélération de votre croissance, je dirais un peu économique, si on tient compte des quelques 4 jours en moins sur l'exercice en cours? Très bien. Écoutez, donc, tout d'abord sur le taux d'utilisation, oui, nous anticipons une remontée graduelle du taux d'utilisation. On a construit un plan de marche qui est assez prudent vis-à-vis de ce taux d'utilisation. On continue à recruter, mais à un rythme un petit peu moins important que l'année dernière, pardon. Et donc, on essaie de trouver un bon équilibre entre la poursuite du recrutement et de la croissance et cette remontée du taux d'utilisation. Pour vous donner une indication, notre plan de marche nous amène à prévoir sur le premier trimestre de l'exercice un taux d'utilisation qui remonte entre 72 et 73%, et sur le deuxième trimestre entre 73 et 74%, avant de revenir vers des niveaux proches du normatif, si ce n'est le normatif, sur la deuxième partie de l'exercice. Et en ce qui concerne la croissance organique, effectivement, vous avez raison de souligner que l'exercice 2023-2024, il y a des effets calendaires qui sont défavorables, mais c'est bien un élément que nous avons intégré, et donc l'objectif de croissance organique supérieur ou égal à 7%, c'est bien un effet après prise en compte c'est bien une croissance organique après prise en compte de cet effet calendaire défavorable. Ok, très clair, très bonne nouvelle. Merci Pascal.
Avec plaisir. Antoine Lancel, allez-y. Oui, bonsoir Pascal, Laurent et Justine. 2 questions de mon côté. Déjà bravo pour, ce bon T4. Est-ce qu'il serait possible de savoir un petit peu comment s'orientent les prix? Ils ont déjà vachement progressé, hein, sur, l'exercice, 22-23. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, comme évolution sur, l'exercice prochain compte tenu de l'environnement actuel? Et après, est-ce qu'il serait possible de nous redonner, l'impact M&A, que vous attendez sur l'exercice, prochain quand vous avez fait, votre estimation de 7 d'au moins 7 de croissance organique? Moi, dans mon modèle actuellement, sur l'année prochaine, j'ai encore un impact de Penn Partnership et Cost Consulting. Si on pouvait revoir un petit peu l'impact que ça a sur l'exercice prochain. Merci. Euh, Sur l'évolution des prix de vente en fait, attendus sur 2022, 23-24, en fait, sur l'exercice prochain, hors Penn et Coeus, on prévoit quelque chose en fait, de l'ordre de plus 1 à plus 1,5% en termes de prix. Sur l'impact, la contribution en fait, de Penn et Coeus en fait, finalement, à la croissance, elle est en fait à peu près de on va dire 2%. Oui, c'est ça. 2% en fait, finalement, sur l'évolution. C'est-à-dire l'effet de la consolidation en année pleine, en année En année pleine pleine, en fait, de Penn et de Coeus. Penn et Coeus. OK. OK. Et un message peut-être un petit peu à faire passer quand même sur les prix, c'est quoi un petit peu le mindset un peu chez les clients aujourd'hui? Vous arrivez toujours à faire passer un petit peu les hausses de prix ou il y a quand même un peu plus de difficultés, chez les clients à faire passer les hausses de prix? Non, écoutez, dans le plan de marche, on a été assez prudent parce que on est frappé de la vitesse à laquelle se détend le marché en matière de ressources humaines et vu que les deux sujets demandent Mmh. les ressources humaines sont très corrélés, on préférait intégrer une dose de prudence. Mais aujourd'hui, je dirais que le sujet prix n'est pas un élément central de préoccupation. Et donc, on continue finalement à avoir plutôt des négociations, je dirais, équilibrées sur le plan des prix. On arrive à faire valoir le fait qu'il y a une inflation, donc il faut continuer à faire progresser les prix. Mais dans le chiffre qu'a cité Laurent, c'est la progression des prix sur laquelle on compte, c'est avant tout un effet embarqué de ce qu'on a négocié l'année dernière. On reste prudent sur ce qu'on pourra continuer à négocier cette année, même si on ne constate pas le fait que ça se tende très très fort sur le plan des prix pour l'instant. D'accord, OK. Merci, très clair. Je vous rappelle que pour poser vos questions, vous pouvez appuyer sur le bouton lever la main. Oui, Maxence Zoé, allez-y. Oui, merci. Bonsoir à tous les trois. Deux petites questions de mon côté. C'était sur les prises de commandes qui ont été finalement mieux orientées en mars, qui permettent d'afficher un carnet de commandes très correct à fin mars. En fait, je sais que c'est pas forcément évident à distinguer les deux, mais dans votre perception, est-ce que c'est finalement voilà, des clients qui ont fini par se décider à lancer les projets, je dirais un mouvement assez naturel et qui a pu concerner en fait l'ensemble des acteurs, l'ensemble du marché? Ou est-ce que c'est le fruit de, je dirais, de votre activisme commercial et de vos propres actions? C'est avant tout la bonne prise de commande du mois de mars, c'est avant tout un effet rattrapage. Hein. On avait, comme on avait l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises, il y a eu de la latence, des délais, et donc il y a eu un effet au mois de mars de rattrapage. On sent effectivement ensuite l'effet de l'intensification de l'action commerciale, notamment sur le business as usual, qui commence à monter. Mais je dirais que le fait qu'il y ait eu un rattrapage assez important à la fin du mois de mars, c'est des choses qui se sont décoincées, qui étaient dans les tuyaux depuis le début de l'année. Merci. Et une autre question, c'est peut-être en termes de split géographique, notamment en termes, enfin, je dirais tout est lié, mais notamment en termes de turnover des équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des grandes différences et en termes de perception
de la demande, peut-être entre les 3 principaux pays, France, Royaume-Uni, États-Unis? Est-ce que les mouvements sont généraux ou est-ce qu'il y a des grosses, distinctions? Est-ce que vous pourriez recruter plus dans certaines zones cette année, que d'autres? Il y a un endroit où c'est assez spectaculaire, c'est aux États-Unis. Donc la situation, c'est là où le sujet des ressources humaines était réputé le plus difficile et donc sur lequel il y avait pas mal de tensions à la fois sur les salaires et difficulté à embaucher les meilleurs profils. Et là, vraiment, le retournement est total. C'est assez spectaculaire. Et donc, je dirais, là, on sent vraiment qu'il y a eu une inversion de tendance très forte sur le marché. C'est marqué, je dirais, vraiment très nettement marqué en France et au Royaume-Uni sans qu'on puisse faire de grandes différences entre les deux. Ce qui, sur le plan ensuite de la demande, je dirais que la demande a fléchi partout. Finalement, la géographie qui, pour l'instant, pour nous, est la plus étonnante, c'est quand même le Royaume-Uni, puisqu'il y a quand même un contexte économique qui est extrêmement compliqué. Et finalement, le fléchissement de la demande, c'est peut-être là où on le ressent le moins au Royaume-Uni. Alors, il faut dire qu'au Royaume-Uni, on bénéficie en plein en ce moment des synergies qui se sont établies entre les 3 équipes qu'on a rapprochées. Donc, ça provoque certainement un effet de coup de fouet, mais finalement, ça tient remarquablement bien. Ça tient remarquablement bien au Royaume-Uni par rapport au contexte économique dans lequel on agit. Merci beaucoup. J'en ai peut-être une troisième, si je peux me permettre, c'est pour revenir sur les États-Unis. Avant de vous développer rapidement, enfin de manière importante là-bas, vous aviez mentionné notamment le fait que aujourd'hui vous étiez très peu exposé au secteur de la tech, donc tant mieux, je dirais actuellement à très court terme. Est-ce que je dirais le bas de cycle dans ce secteur-là, pour vous, c'est une opportunité peut-être de faire une acquisition d'une société qui aura un portefeuille client assez développé dans ce secteur-là, ou est-ce que ce sera un mouvement qui paraîtrait trop risqué parce que vraiment pas assez de visibilité sur les clients? On considère que c'est trop risqué pour l'instant et c'est trop risqué également pour des raisons propres à Wavestone. Notre préoccupation à ce stade, c'est vraiment d'établir une position plus solide vis-à-vis de nos clients. Et donc, ce qu'on cherche avant tout, c'est essayer de grossir sans élargir notre terrain de jeu, ni en termes de clientèle, ni en termes d'offres de services ou de compétences. Donc, on exclut finalement d'aller sur des secteurs qui finalement ne nous permettraient pas de peser plus fort sur un périmètre sur lequel on a déjà commencé à travailler. Donc effectivement, on exclut à ce stade le fait de faire une acquisition qui nous amènerait dans le domaine de la tech. Pour autant, le poids de la tech est tellement important pour les cabinets de conseil aux États-Unis que je pense que ce qui se passe dans la tech est une des explications sans doute du retournement assez spectaculaire qu'on voit sur le plan des ressources humaines. Et par ailleurs, on a l'impression, d'après les échanges qu'on a, ce qu'on voit dans le pipe, que c'est aussi de nature à détendre l'équation sur les opérations de M&A. Donc, je pense qu'en 2023, on devrait être en mesure sans doute de progresser en matière de M&A sur les États-Unis dans des conditions un peu plus simples parce que finalement, globalement, tout le monde devient un peu plus prudent vis-à-vis du marché du conseil. Nous, on reste optimiste à moyen terme sur la tenue de ce marché et on se dit que c'est sans doute le moment de continuer à consolider nos positions. C'est pour ça qu'on continue à afficher une priorité assez marquée en matière de M&A vers les États-Unis. Très clair, merci beaucoup. Paul, allez-y, ouvrez votre micro. Oui, bonjour à tous. Donc merci de prendre ma question. Il me semble que vous avez pas mal de consultants qui travaillent sur des sujets de cybersécurité et je me posais la question, après avoir vu quelques profit warnings de sociétés cotées qui travaillent dans ce secteur-là,
et notamment en adressant une clientèle de banques et assureurs. Voilà, ces sociétés témoignent d'un ralentissement du marché sur ces sujets-là. Est-ce que c'est des choses que vous voyez et comment ça vous impacte? Et est-ce que s'il y a un impact, il est de nature à être matériel, je dirais, chez vous, au regard de la taille de cette pratique chez vous? Voilà, merci. Bien. Oui, pour mémoire, le sujet de la cybersécurité, c'est à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. C'est un chiffre qui est assez stable depuis des années. On a une croissance plutôt organique, plutôt plus rapide sur ce sujet-là que sur les autres, mais généralement, vu qu'on fait nos acquisitions en dehors du secteur de la cyber, on reste toujours aux alentours de 20%. Et vous avez raison de souligner ce point. Pour la première fois, dans le fléchissement qu'on a vu en début d'année, ce fléchissement, on l'a aussi ressenti sur nos activités en matière de cybersécurité. C'est un fléchissement qui a été moins marqué sur ces activités et la recovery est plutôt plus rapide sur ces activités cybersécurité. Mais quand on regarde en détail ce qui se passe, c'est que la demande baisse dans les services financiers pour une raison qui est assez simple, qui est le fait que les acteurs, les grandes banques, en particulier les grandes banques, mais également, ce que je dis est également vrai pour le secteur de l'assurance, ont énormément investi ces dernières années, se sont énormément renforcés en termes d'effectifs sur les sujets cybersécurité. Ils ont vraiment une longueur d'avance par rapport aux autres entreprises. Et donc, la demande baisse dans ce secteur qui a été une très grosse locomotive pour le marché de la cybersécurité. Et je pense que c'est le fléchissement que j'évoque, on le constate essentiellement en raison du secteur des services financiers, qui est un secteur sur lequel Wavestone est globalement très présent et les activités de cybersécurité de Wavestone sont très présentes. Heureusement, la traction est très forte sur le sujet de la cybersécurité en général et donc finalement la recovery plus rapide qu'on voit se dessiner au sein de nos activités de cybersécurité, elle vient du fait qu'on arrive à reporter assez simplement nos efforts vers d'autres types de clients dans d'autres secteurs. Et même si on n'a pas cité le secteur de l'industrie comme étant un des secteurs porteurs en ce moment sur lesquels on dessine les plus fortes opportunités de croissance, néanmoins, si je regarde avec le prisme cybersécurité, c'est avant tout dans le secteur de l'industrie qu'on voit les choses décoller. Excusez-moi, longue réponse pour dire oui. Et, pour la première fois, ça fléchit un petit peu, ou en tout cas, il commence à y avoir un peu plus d'équilibre entre l'offre et la demande dans le domaine de la cybersécurité. Ça ne représente pas une menace pour nous parce que nous estimons qu'on va être assez rapidement capable de déployer nos services vers d'autres secteurs d'activité que le secteur qui peut-être est en train de ralentir un petit peu dans le domaine cybersécurité, qui est le secteur des services financiers. Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. C'est très sympa. Peut-être dans le prolongement, est-ce qu'il y a une pratique qui serait de la même taille que celle de la cybersécurité et qui aurait aussi une dynamique que vous pourriez développer particulière, je veux dire, qui aura été challengée ces derniers temps et voilà, puisque en fait, c'est pas hyper clair le breakdown en termes d'expertise chez vous. Et au passage, j'aurais aimé avoir un tout petit peu plus de granularité sur ces expertises. Pour vous donner les grands équilibres, Wavestone, c'est à peu près 20% de chiffre d'affaires en pro forma hors de France, 80% en France. Hors de France, c'est avant tout des compétences qui sont tournées vers des sujets IT, digital, cybersécurité. On reste très focalisé sur ces sujets qui sont les sujets sur lesquels Wavestone est le plus fort en France et sur lesquels c'est pour nous plus simple de nous développer à l'international et on fait attention de ne pas trop sortir de ces domaines-là. En France, les sujets très technologiques, c'est à peu près 40% de notre chiffre d'affaires dans ces sujets très technologiques. Il y a cybersécurité,
Et il y a quelque chose qu'on appelle CTO Advisory, c'est tout le conseil en infrastructure de système d'information. Donc, c'est là qu'on va trouver les équipes d'architectes, les gens qui travaillent sur les sujets, les grands projets cloud de nos clients, les grands sujets d'urbanisme, les grands systèmes d'information, sujets très technologiques qui sont plutôt transverses, multi-secteurs d'activité. Et ensuite, il y a 60% qui sont des équipes spécialisées par secteur d'activité, qui sont dans des grandes pratiques sectorielles dans lesquelles on trouve des activités de pur conseil en management et des activités de digital et de conseil en digital et système d'information verticalisées, tournées vers les problématiques spécifiques à un secteur d'activité pour vous donner la granularité. Et ensuite, pour regarder le poids que sont ces grandes pratiques, c'est le reflet assez fidèle de la répartition de notre chiffre d'affaires global par secteur d'activité que vous pouvez trouver dans nos publications. Donc, un gros poids sur les services financiers et puis ensuite un grand secteur dans lequel on a regroupé manufacturing, energy, utilities, un grand secteur dans lequel on a regroupé toutes les activités B2C, services, retail, consumer goods et luxe, et un petit secteur public. Donc, vous avez compris qu'il est sur lequel la dynamique est moins forte et sur lequel, par ailleurs, on a un petit peu levé le pied. J'espère que je vais donner plus de couleurs. Très bien, sur la manière dont c'est réparti chez nous. Super, merci beaucoup. Émilie Da Silva, pouvez-vous ouvrir votre micro? Bonjour. J'avais 3 petites questions. La première, c'est concernant le turnover. Il a baissé assez sensiblement. Je voulais savoir quelle était votre vue pour 2023 et est-ce que vous pensez que c'est difficile à dire, on va revenir à votre niveau normatif ou peut-être même c'est possible qu'on aille en dessous? Ça, c'est la première question, peut-être sur le turnover. Et la deuxième question, ou je peux vous laisser répondre au fur et à mesure d'ailleurs, peut-être, ce sera plus simple. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Sur le turnover, en fait, après je laisserai Pascal réagir en fait sur cette question. Donc là, il a effectivement décéléré en fait pour atteindre. Là, on a dit 16, mais on est entre 16 et 15, vraiment entre 16 et 15. On pense que ça va se stabiliser. Je pense que ça peut aller en fait. On peut revenir sur notre normatif. Je ne pense pas que ça continue au-delà. Donc, on s'attend plutôt à un exercice 23-24 assez stable autour du niveau normatif. OK. Et en termes de recrutement, vous avez indiqué que vous alliez continuer à recruter, mais à un rythme un peu moins important. Quel est votre objectif en termes de recrutement? Sensiblement moins d'1 millier de recrutements bruts. On s'est donné en fait une certaine flexibilité. Au premier semestre, on est prudent sur le recrutement parce qu'on a un gros effet embarqué. Et en fonction de la tenue du business, on se donne la possibilité peut-être d'accélérer sur le second semestre. Il n'aura pas un effet énorme sur l'exercice, mais c'est surtout, ça sera surtout pour nous le moyen de préparer de la croissance embarquée pour l'exercice d'après. Donc voilà, sensiblement moins que 1000 et si. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Pascal? Non, mais c'est de l'ordre de 800 pour vous donner un ordre de grandeur. D'accord. Okay. Mais avec la possibilité de rajouter 100 ou 200 en fin d'exercice si on considère que les conditions sont réunies, ce qui nous mettrait dans une bonne position pour aller un peu plus loin. En fait, on prend toujours des précautions sur le recrutement parce que nous, en fait, on pilote en signature et il y a quelque chose sur lequel on est assez flexible, c'est la date à laquelle on fait arriver les gens qui ont signé un contrat chez nous. Et donc, c'est tout bête, mais notre pilotage, on communique en communication financière en arrivée de nouveaux consultants, alors qu'en fait, on se pilote en interne en signature. C'est pour ça que vous nous voyez toujours dans du flou artistique sur les indications relatives au recrutement. Pas de problème. OK. Et juste, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais est-ce que sur l'exercice écoulé, l'inflation salariale, elle était à peu près alignée à la hausse des prix? Et la question subsidiaire, c'est sur l'exercice qui arrive, comment vous voyez la poursuite
ou non de l'inflation salariale? Donc, sur cette, par rapport à l'évolution comparée, on va dire prix-salaire, donc comme sur l'exercice passé, on a eu donc un hors peine et COUS et à temps de change constant, un TGM en progression d'environ 2%. Le salaire moyen, lui, a progressé moins que 1%. Donc, on a un rapport, en fait, finalement, TGM sur salaire qui a légèrement progressé, quoi. Alors, l'évolution du salaire moyen, il faut bien comprendre, donc il y a un effet, en fait, effectivement, lié à l'inflation et à l'augmentation de nos grilles de salaire, compensé assez largement, en fait, finalement, par le haut niveau de recrutement qu'on a fait, au niveau de recrutement notamment de jeunes expérimentés. Donc, on a à la fin un salaire moyen, en fait, finalement, qui évolue très doucement. Donc, plutôt une appréciation de notre rapport, en fait, TGM sur salaire, en fait, pendant l'exercice. Sur l'exercice Ok. prochain, on attend donc une progression du TGM d'environ 1, comme je le disais tout à l'heure, entre 1 et 1,5. On prévoit un DROS, en fait, enfin, excusez-moi, un TGM sur salaire, un rapport TGM sur salaire stable ou en légère progression, sachant qu'on va finalement aussi avoir cet effet embarqué dû à notre recrutement important sur finalement le salaire moyen. Donc, il y a quelque chose qui va un peu se prolonger encore sur l'année. Ensuite, on va voir en fait si on va refaire quelque chose en termes d'inflation. Pour l'instant, on est sur cette hypothèse en fait d'arriver à bien contenir, en tout cas à bien gérer en fait notre rapport TGM sur salaire. Comme vous le savez, on n'a jamais été très inquiet sur le risque de pincement durable entre prix et salaire, mais ça s'est même encore mieux passé que ce qu'on pouvait imaginer, lié, ça c'est quand même le côté moins positif, lié à un fort turnover en début d'année dernière qu'on a compensé par un très gros recrutement. Donc ça c'est quand même un petit peu moins positif parce que ça tend un petit peu l'équation. On a une pyramide là en ce moment qui est assez écrasée. Et donc, il était temps que le turnover baisse, que ça va nous permettre de regagner finalement des capacités d'encadrement. Mais ça a eu un effet sur le salaire moyen qui va se prolonger dans l'exercice à venir. Ok, peut-être ma dernière question, c'est est-ce que vous pourriez faire un petit point là, sur la situation aux États-Unis et sur vos attentes sur le nouvel exercice, que ce soit en termes de croissance ou de rentabilité? Eh bien, donc la situation aux États-Unis, on espérait que le second semestre verrait un net redressement de la rentabilité. Ça a été plus tardif, ça s'est plutôt passé sur le dernier trimestre de l'exercice, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est décoincé sur le dernier trimestre de l'exercice. Donc, on a vu tout à coup la rentabilité progresser et revenir, mais malheureusement, elle n'est pas revenue à 2 chiffres, n'est pas encore revenue à 2 chiffres. Par contre, vraiment avec un très bon, de très bonnes ventes et par ailleurs la pénétration de nouveaux clients qui sont des clients prometteurs pour le futur. On reste assez prudent sur l'exercice prochain. Je pense qu'il faut qu'on prolonge ces succès et qu'on montre qu'ils sont durables dans un contexte de marché qui est quand même assez chahuté aux États-Unis, qu'on n'a pas tellement senti pour l'instant, parce que finalement, on partait de suffisamment bas pour qu'il y ait quand même beaucoup de possibilités d'amélioration. Ça va sans doute, plus on va avancer, plus on risque de se trouver confronté à des décisions difficiles, des projets peut-être un petit peu saucissonnés, mais je dirais qu'on tient de bon bout. Et donc, l'objectif sur l'ensemble de l'année à venir, c'est d'être cette fois sur une rentabilité à 2 chiffres. La Ok, c'est croissance très clair. devrait être assez significative, avant tout par un effet d'amélioration des indicateurs. Pas sur des recrutements monstrueux aux États-Unis, mais finalement, bien sûr, quand on améliore le taux d'utilisation et le TGM, ça rajoute effectivement des éléments de croissance. Merci beaucoup.
D'Éric Martin, allez-y. Alors, votre micro est fermé, on ne vous entend pas. Ouais, ça devrait être mieux. Merci C'est de bon. prendre mes questions. Société Générale, j'avais une seule. Très simple, vous aviez évoqué lors du dernier call la possibilité de faire une croissance de 10% sur la base des forts recrutements que vous aviez eus au H2 23. Quel aurait été, ou comment le carnet de commandes aurait dû se comporter sur le premier trimestre calendaire 2023 pour envisager encore ce scénario et continuer sur le rythme de recrutement que vous aviez justement mis en place au H2. Est-ce que, dit autrement, il aurait fallu un carnet de commandes de beaucoup plus que 4 mois pour continuer sur la lancée ou la trajectoire que vous aviez avant de constater une détérioration du taux d'utilisation? Oui, et ce qui est assez inusuel pour Wavestone, ce qu'on a vu dans la configuration actuelle de notre carnet de commandes, qui est avant tout constitué de gros projets qui s'étalent dans le temps, on a vu qu'on était bien quand on était plutôt à 4,2, 4,3. Finalement, à 4 mois, ce qui est vraiment très inusuel pour Wavestone, mais qui est lié à la configuration actuelle de la demande. Dans les 4 mois, ça nous fait plein de disponibilités à court terme. Et donc, effectivement, il faut soit revenir à 4,2, 4,3, soit que petit à petit, la configuration revienne à une configuration plus normative, avec moins de grands projets qui s'étalent dans la durée et un équilibre différent, un équilibre qui se fait avec plus de business as usual, petites opérations court terme qui se déclenchent plus rapidement et qui viennent remplir le carnet de commandes à court terme. Donc, oui, le carnet de commandes a été très misleading dans le courant de l'année 2022. Il n'est pas un indicateur, il n'a jamais été un très bon indicateur de notre taux d'utilisation à court terme, mais là, moins que jamais. Moins que jamais. Très clair. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous en prie. La Thérèse, allez-y de nouveau. Oui, rebonsoir. Rebonsoir. J'ai juste une petite dernière question un peu plus générale, mais finalement, on a vu très récemment qu'EY avait décidé d'abandonner un petit peu son projet de scinder ses activités d'audit et de conseil. De mémoire, c'était plutôt perçu chez vous, en tout cas, comme un vecteur de consolidation sur le marché. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête. Simplement pour savoir si vous avez une vue sur ces annonces-là, point de vue marché, on va dire. Oui, on voyait ce projet comme étant plutôt positif et de nature à provoquer des mouvements sur le marché. Ce projet a pour autant déclenché des choses sur le marché. Il y a des gens qui sont entrés dans des réflexions et à mon avis, c'est très lié finalement au fait qu'ils se sont dit que tout allait changer sur le marché. On va voir si, à partir du moment où le mouvement a été initié, ça va provoquer des mouvements, ça va aller jusqu'au bout, ça va provoquer des mouvements intéressants. En tout cas, nous, on s'en est servi comme argument dans le cadre de certaines discussions. On verra si, finalement, après l'échec de l'opération, le soufflet retombe. Mais plus largement, je pense que 2023, indépendamment de ce mouvement, risque d'être une année dans laquelle ça va pas mal bouger. Parce que finalement, les corporates comme nous voient de nouvelles opportunités de consolidation, alors qu'on était finalement très en concurrence avec du private equity ou avec un ou deux acteurs qui n'avaient pas les mêmes raisonnements financiers que nous, en particulier Accenture, qui était capable de jouer sur des valorisations beaucoup plus fortes en imaginant ensuite des effets de levier sur les synergies qu'elles allaient pouvoir monter qui nous sont inaccessibles. Donc on pense que 2023 va plutôt être une année d'opportunité pour nous en matière de M&A. Mais c'est vrai que j'aurais, à titre personnel, moi j'étais à fond pour ce mouvement. Ok,
C'est très clair. Merci Pascal et merci à tous les trois. Ça met de l'ambiance, ça Exactement. rebat les cartes, c'est du fun. Voilà. Mais bon, on va essayer de s'amuser sans ça. Merci encore, bravo. Question, Pascal, je te donne la parole pour conclure. Écoutez, simplement un dernier mot pour vous remercier de votre présence à cette conférence ce soir et de vos nombreuses questions très intéressantes. Je vous donne rendez-vous au 31 mai, date à laquelle nous publierons nos résultats annuels de 2022-2023 et nous nous retrouverons, comme à notre habitude, en début de matinée le lendemain, le 1er juin, pour une réunion SWAP qui nous permettra de rentrer plus en détail sur le marché, les éléments marquants de l'année et surtout les perspectives 2023-2024. Très bonne soirée à tous.